Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme tous les pays, la Mauritanie s'est trouvée confrontée fin 2020 à la pandémie du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le nombre de contaminations a atteint près de 18 800 et le nombre de décès 4 456 cas. Fort heureusement, le nombre de cas a considérablement baissé, une situation qui s'explique par les mesures prises par le gouvernement à travers le comité interministériel, des mesures telles que l'interdiction de tout rassemblement public, l'instauration d'un couvre-feu, le fait de veiller au respect de la distanciation sociale et le port du masque dans les espaces publics, en particulier au niveau des écoles et des mosquées. N'eût été cette précaution, la pandémie aurait fait davantage de victimes. La menace, il faut le reconnaître, plane toujours. Les mutations du virus, l'accès inéquitable aux outils de lutte contre la Covid-19, les difficultés de fabrication et les déficits de financement sont autant de facteurs qui rendent plus difficile son éradication et qui menacent de prolonger la pandémie. Par ses propres efforts et grâce à la solidarité internationale, la Mauritanie a engagé depuis la dernière semaine du mois de mars une campagne de vaccination contre le coronavirus. Comment celle-ci est-elle menée sur le terrain? Quels en sont les principaux volets? Les objectifs visés sont-ils en voie d'être atteints? Quelles sont les difficultés rencontrées? Le Zoom sur de ce soir sera consacré à l'ensemble des questions liées à la campagne de vaccination dans notre pays. Nos invités pour parler de ces questions sont Dr Sidi Ould Zahav, directeur général de la santé publique au ministère de la Santé, et Dr Khatri Ould Chia, directeur régional à l'action sanitaire de Dakhlet Nouadhibou depuis Nouadhibou. Monsieur, bienvenue sur le plateau. Je vous invite, avant d'entamer nos discussions, à suivre ce court élément préparé par notre confrère Mamadou Gueye. Lancée le 27 mars 2021, la campagne de vaccination contre le Covid-19 suit son cours. En recevant la première dose, le président de la République a rassuré les citoyens sur les bienfaits de la vaccination qui est le seul rempart contre la pandémie du Covid-19. Renforcé en cela par le respect de la distanciation des gestes barrières tels que le port de masque. Auparavant, les hommes de la santé, les populations du troisième âge avec des comorbidités ou non, ont bénéficié les premiers des doses de vaccin en 2 phases, suivies des autorités, puis la vaccination a été généralisée à toutes les couches du pays. Les rares moments de suspicion qui ont eu lieu quant aux effets secondaires de la vaccination ont été levés grâce à une sensibilisation des citoyens qui doivent retrouver une vie normale à l'issue de la vaccination. À l'intérieur du pays, la campagne de vaccination suit son cours grâce à une forte mobilisation des agents de la santé, des autorités administratives et communales. L'autre combat, le plus vicieux, à mener, et sans nul doute, la propagation d'informations non fondées sur la situation sanitaire du pays, et notamment sur le Covid-19. À défaut de trouver un vaccin contre le fake news, renforcer la couverture médiatique s'avère nécessaire. Rebonsoir, monsieur le directeur, merci d'avoir honoré la télévision, notre plateau, par votre présence ce soir. Vous le savez, la campagne a commencé depuis bientôt 1 mois et demi. Quelles sont les dispositions prioritaires définies dans ce cadre? Merci beaucoup. Merci à vous pour cette occasion que vous nous offrez. Alors, comme vous dites, la vaccination a été lancée depuis le 26 mars par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et depuis lors, ça évolue. Nous en sommes actuellement aux environs de 25 000 doses administrées. Et donc,
Nous avions commencé, comme vous le savez, à partir de Nouakchott. Et donc, on a étendu le service de vaccination progressivement, en commençant par les hôpitaux, les structures tertiaires au niveau de Nouakchott, parce que nous avions commencé par le personnel de santé. Et donc, c'est là où on a la concentration du personnel de santé qui était ciblée. Ensuite, on a élargi la vaccination aux groupes de malades chroniques et aux personnes âgées. Et là, on a fait une extension au niveau des centres de santé de Nouakchott et également au niveau des hôpitaux régionaux dans les chefs-lieux des régions. Et puis, plus tard, nous sommes allés jusqu'au niveau des centres de santé dans toutes les muqata'a du pays. Donc aujourd'hui, on a un dispositif qui est en place pour la vaccination. Et c'est ce dispositif maintenant qui va poursuivre l'activité de vaccination. Est-ce que les objectifs des premières phases de la campagne ont été réalisés? Pas encore. Ces objectifs n'ont pas encore été atteints et il est encore tôt de parler de ces objectifs parce qu'il y a plusieurs paramètres qui concourent à cela. Le premier étant le vaccin lui-même. Donc nos objectifs sont très réalistes parce que ça dépend de la disponibilité des vaccins et nous savons que le vaccin va être acquis progressivement et donc c'est en fonction de cette disponibilité que nous fixons les cibles et que nous essayons de les atteindre. L'autre paramètre, c'est aussi l'acceptation de la vaccination. Vous savez très bien que cette vaccination, avant même que le vaccin ne soit disponible réellement et avant qu'il n'atteigne nos pays, vous souvenez de la contre-campagne qui a été menée contre ce vaccin et qui a été malheureusement relayée par des personnes sans savoir même de quoi s'agit-il. Et donc, c'est cette contre-campagne qui continue à gagner le terrain. Et donc, ça influence l'acceptation du vaccin. Et bien entendu, la question de l'accessibilité. Notre territoire est vaste, notre population est dispersée. Et donc, il est clair qu'on ne peut pas l'atteindre en temps record. Mais peut-on estimer que les membres des groupes prioritaires sont aujourd'hui vaccinés? Ça continue, la vaccination des groupes prioritaires continue en dépit de toutes ces contraintes. Le personnel de santé continue à se vacciner. On n'a pas encore terminé de le vacciner. Également, les malades chroniques continuent à se faire vacciner et à se faire dépister même. Parce que aussi, là, on a un problème par rapport en particulier aux malades chroniques parce qu'ils ne sont pas connus. Il y a des diabétiques aujourd'hui parmi nous qui ne le savent pas, qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Il y a des hypertendus qui ne le savent pas. Et donc, il va falloir que les cliniciens continuent à examiner les malades, à identifier ceux qui ont des maladies chroniques et les orienter vers la vaccination. Et bien entendu, les personnes âgées aussi n'ont pas toutes été vaccinées. Et là aussi, on n'a pas de données fiables sur l'effectif de ces personnes âgées. On a des estimations sur la base des données de recensement, des données de l'état civil, mais ce n'est pas des bases de données actualisées parce que sont liées au recensement, mais qui ne sont pas actualisées avec les décès, donc, en fait, le processus continue. Oui, on n'a pas encore clôturé cette phase. On va essayer d'aller à Nouadhibou pour avoir le point de vue de Dr Khatri Ould Chia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional à l'action sanitaire de Dakhlet Nouadhibou. Avec Nouakchott, votre wilaya est la mieux dotée en infrastructures sanitaires du pays. Comment s'y déroule la vaccination? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabi al-Karim. Merci de l'invitation et de l'occasion qui nous est donnée pour
mettre un peu de lumière sur ce qui se passe en matière de Covid et de vaccination à Nouadhibou. Comme vous le dites, Nouadhibou, effectivement, c'est la deuxième ville à dotée en structure sanitaire après Nouakchott. Mais aussi, c'est une ville un peu ouverte sur le monde, plus ouverte que Nouakchott, parce qu'elle est ouverte aussi bien sur le plan terrestre qu'aérien que maritime. Ce qui fait qu'en matière de Covid, la situation a été toujours un peu spéciale à Nouadhibou, vu ces conditions. Effectivement, la vaccination, comme l'a dit le directeur général de la santé, a été mise à Nouadhibou, à l'instar des autres wilayas. Au début, dans 3 sites, l'hôpital, les 2 muqata'a. Depuis qu'elle a été mise en place, on constate plutôt un engouement, il faut le dire. Aussi bien de la part des personnels de santé, ce qui est prévu, mais en matière de population, on a été un peu surpris par l'affluence. C'est pourquoi la commande qu'on a reçue la première fois a été terminée en moins de 2 jours. On a reçu une commande de la même valeur et troisième demande, le double des 2 commandes qu'on a reçues, qu'on utilise actuellement et qui est en train de finir. On a fait une 4e commande. Donc plutôt, il y a un engouement pour cette vaccination qui nous a un peu surpris par rapport aux autres wilayas du pays. Jusqu'à présent, tout se passe bien, alhamdoulilah. On est déjà à 2000 personnes à peu près de vaccinés sur les groupes cibles, sur les personnels de santé. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, on n'a pas eu d'effets secondaires graves, à part quelques douleurs au lieu de la piqûre, une fièvre, des trucs vraiment banaux. Il n'y a pas de problème. Et l'affluence continue aussi bien à l'hôpital qu'au niveau de la muqata'a jusqu'à ce jour. Et on espère que cet élan va continuer. Mais il faut quand même dire qu'il faut plus de sensibilisation et d'information et faire intervenir les ONG, les leaders d'opinion pour que la population de Nouadhibou, qui est déjà à 150 000, connaît plus de vaccinés connaît-les actuellement. Est-ce que vous rencontrez des problèmes au niveau de la capitale économique? Est-ce que vous en avez rencontré? Non, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, on est à notre 10e jour de vaccination. On n'a pas eu de problème sérieux. Des problèmes mineurs vraiment qui ne dépassent pas les 15 minutes. Quand quelqu'un est vacciné, on le prend 15 minutes en surveillance. Et parfois, il y a des gens qui te disent qu'ils ont eu la nuit un peu de fièvre, mais vraiment pas de grave. On n'a pas eu de cas graves, on n'a pas eu rien de spécial. Tant mieux. Merci. Directeur, quel pourcentage de la population du pays faut-il vacciner pour éliminer ou au moins réduire les risques de propagation de la Covid-19? Alors, par rapport à l'élimination du Covid-19, c'est un objectif encore lointain. On n'a pas encore de visibilité par rapport à cela. Alors, la vaccination qui est déployée actuellement comme moyen de lutte contre la Covid vise principalement à réduire les complications liées à la Covid. Bien entendu que les chercheurs sont en train de documenter l'efficacité de cette vaccination sur l'arrêt de la transmission du vaccin, ce qui n'est pas tout à fait connu aujourd'hui. Mais il est attendu que cette vaccination ait un effet sur l'arrêt de la circulation du virus. Mais ce qui est le plus étudié et le plus visé, c'est de réduire les complications de cette vaccination. Et là, il est important d'expliquer c'est quoi cette pandémie de Covid et pourquoi elle pose un problème. En fait, la Covid, c'est une grippe. Et la grippe, c'est une épidémie que le monde connaît chaque année. Chaque année, il y a une épidémie de grippe qui est causée par différents virus grippaux.
Et donc, dans certains pays, on vaccine contre cette grippe, dans d'autres non. Mais elle est connue par tout le monde, cette grippe qui survient pendant les saisons de froid chaque année. Et donc là, c'en est une. C'est un virus qui cause la grippe. Mais sa particularité, c'est que cette grippe s'accompagne avec des complications qui sont beaucoup plus mortelles que la grippe habituelle. Et donc, par conséquent, elles mettent une forte pression sur les systèmes de santé, avec cette forte mortalité. Et donc, c'est ça le problème de cette grippe. Alors, la vaccination, son rôle, c'est quoi? L'effet attendu de la vaccination, c'est de réduire ces complications. Et alors, si on enlève ces complications, cette pression sur le système de soins, cette mortalité, donc le monde n'a plus besoin de toutes ces mesures que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de fermeture des frontières, de blocage des économies, de blocage des activités, et on reviendra à une grippe normale comme les grippes saisonnières. Et donc, c'est ça l'effet attendu de la vaccination, pour que le monde puisse respirer. Et c'est ça la réponse vaccinale qui est attendue. Ainsi, l'efficacité de ces vaccins, justement, en matière de lutte contre ces complications, est très élevée. On parle d'environ 70% d'efficacité à la première dose, qui accroît avec la deuxième dose jusqu'à atteindre 90% et plus. Pour tous les âges? Oui. Et donc, en particulier pour, justement, comme l'effet attendu, c'est la réduction des complications et des décès, alors ce qu'on a constaté, que les complications et les décès sont le plus souvent chez les personnes âgées, les personnes qui ont d'autres maladies chroniques, et c'est pour cela la cible prioritaire de cette vaccination sont ces groupes, parce qu'on cherche à réduire justement les complications et les décès. Et donc, quels sont à ce jour les types de vaccins utilisés par les autorités au niveau de la Mauritanie? Alors, par rapport à l'utilisation des vaccins, il y a des dizaines de vaccins qui sont à différentes étapes de développement. Et donc, les vaccins qui ont dépassé toutes ces étapes et sont mis à l'utilisation sont aujourd'hui quelques 6 ou 7 vaccins. Et donc, parmi ces vaccins, il y en a qui sont mis par l'Organisation mondiale de la santé sur la liste d'utilisation d'urgence. Certains sont validés, d'autres sont validés par certains pays sans que l'OMS ne les valide. Et donc, ils sont à différentes étapes. Au niveau national, dans le pays ici, on utilise les vaccins qui répondent aux critères qu'on avait définis dès le départ en préparant notre plan de vaccination. On a dit que ce sera des vaccins efficaces. Et donc, aujourd'hui, les vaccins qu'on utilise sont parmi les plus efficaces connus jusqu'à ce jour. Des vaccins sûrs. Donc, les vaccins qu'on utilise n'ont pas fait d'effets secondaires connus liés à la vaccination avec les évidences scientifiques. Et le troisième critère, c'est des vaccins qui sont compatibles avec notre chaîne de froid. Voilà les 3 critères qu'on avait fixés. Et donc, actuellement, on utilise le vaccin chinois Sinopharm. On utilise le vaccin AstraZeneca. Ce sont les 2 vaccins qu'on utilise actuellement et qui répondent à ces critères d'efficacité, de sécurité et de conditions de Justement, de pour le vaccin AstraZeneca, il y a eu des craintes après les cas de thrombose qui se sont manifestés hors de nos frontières. Est-ce que son efficacité est assurée aujourd'hui? Alors, la question qui se pose ici n'est pas la question de l'efficacité. Peut-être il y a des rumeurs sur la sécurité du vaccin. Alors, il faut rappeler que là, actuellement, de par le monde, il y aurait plus d'1 milliard de personnes qui se sont vaccinées déjà. Plus d'1 milliard. Bien, on peut estimer que peut-être 400 millions vaccinés par le vaccin chinois. Le reste, c'est avec AstraZeneca. C'est vrai, il y a eu des cas de thrombose chez des personnes vaccinées. Mais il est vrai aussi
que les scientifiques qui ont conduit les recherches nécessaires n'ont pas trouvé un lien statistiquement démontré entre la vaccination et ces cas de thrombose. Mieux, les cas de thrombose qui ont été recensés en Europe, comparés à la population européenne, c'est encore moins que les cas de thrombose attendus sans même la vaccination et sans Covid. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu de vaccination et qu'il n'y avait même pas eu de Covid, le nombre de cas de thrombose dans la population européenne serait beaucoup plus important que ce qu'on a rapporté comme thrombose chez des personnes vaccinées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien statistiquement parlant avec la vaccination. Toujours est-il que la vaccination et l'histoire du Covid est tellement médiatisée que parfois les prises de décision ne sont pas forcément basées sur des données scientifiques. À force, c'est-à-dire sous la pression de cette contre-campagne des détracteurs de la vaccination, sous la pression des populaires, parfois certains décideurs prennent des décisions qui ne sont pas basées sur des données scientifiques. Et donc, certains pays, quelques pays de l'Europe, ont dit momentanément suspendre, pour une durée limitée, suspendre la vaccination suite à la notification de ces cas de thrombose. Et ils sont revenus à la vaccination. Ces pays même sont revenus à la vaccination, à l'AstraZeneca. C'est dire que vraiment, c'est exagéré. La médiatisation de ces cas de thrombose, c'est tellement exagéré. Son lien avec la vaccination est exagéré, et ça, c'est l'effet des médias et de ces détracteurs de la vaccination et de cette contre-campagne. Sinon, le vaccin AstraZeneca est aussi sûr que les vaccins que nous administrons aujourd'hui à nos enfants. Vous savez que les enfants mauritaniens reçoivent 10 vaccins. Et on les a toujours vaccinés avec 10 vaccins. Et les parents aujourd'hui amènent tous les jours leurs enfants à la vaccination. Et donc, cette vaccination qu'on donne aux enfants n'est pas plus sûre que le vaccin AstraZeneca en termes de données scientifiques et statistiques. Merci d'être rassurant. Dans plusieurs parties du monde, monsieur le directeur, on constate des mouvements d'opposition aux gestes barrières ou à la vaccination. Est-ce que c'est le cas chez nous? Oui, peut-être chez nous il y en a, mais c'est vraiment des propos, des positions incompréhensibles. Vous savez, l'être humain est complexe, et il y a des gens qui ont tendance à aller contre le courant. Et d'ailleurs, c'est des mouvements qui sont connus depuis toujours. Par exemple, par rapport à la vaccination, ce n'est pas seulement contre la vaccination anti-Covid. Ce mouvement contre la vaccination, il est connu avant même Covid et avant la vaccination anti-Covid. Il y avait toujours eu un mouvement qui prône la sélection naturelle. C'est des gens pour lesquels le fait de vacciner des personnes, c'est comme si aller contre la nature. Que c'est des créations faibles qui devraient disparaître par l'effet de sélection naturelle. Et donc le fait de les vacciner ou de renforcer leur résistance, ça voudrait dire pour ces gens influencer la nature. Et donc ils sont contre toute influence de la nature. C'est ça leur paradigme, c'est ça leur philosophie. Et donc c'est sur cette base que ce mouvement essaie chaque fois, quand un vaccin est posé, quand un soin est proposé pour sauver des vies, ils sont contre cette intervention. Et malheureusement, les propos de ces gens sont relayés par des gens qui n'en comprennent même pas les raisons et qui ne comprennent même pas cette philosophie et qui peut-être n'adhèrent même pas à cette philosophie, mais qui relaient ces messages sans savoir pourquoi. Docteur Khatri, je reviens à vous. Est-ce qu'au niveau de Nouadhibou, vous avez connaissance de telles oppositions et comment la direction régionale de santé au niveau de Nouadhibou
peut-elle tirer profit des hommes de communication que nous sommes et de la société civile pour la réussite, bien sûr, de cette campagne? Effectivement, Nouadhibou, à l'instar des autres wilayas et aussi à l'instar des autres pays, comme l'a dit le directeur général de la santé, effectivement, il y a un mouvement d'opposition en fait à tout ce qui est nouveau. Il y a des gens qui étaient contre la vaccination, contre la polio. On se rappelle ici, pendant les vaccinations, on a utilisé la force publique pour obliger des gens, parce que si quelqu'un n'est pas vacciné, il met à l'eau toute la stratégie de vaccination de tout un pays. Il y a aussi au niveau social des gens qui, avec les médias, avec la médiatisation du Covid, ce qu'on raconte sur AstraZeneca, les gens, mais en pratique, en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas eu encore d'effet comme je l'ai dit. Actuellement, heureusement, on a encore une forte affluence, mais je suis sûr que ceci existe au niveau de la population. C'est pourquoi j'ai demandé à ce stade de la vaccination qu'on fait intervenir plus les ONG, les leaders d'opinion, les imams, pour que les médias aussi, malgré que les médias actuellement ils travaillent en ce sens, il faut mettre toutes les chances de notre côté afin d'éduquer notre population, de leur donner la bonne information que le vaccin AstraZeneca, c'est l'un des meilleurs vaccins aujourd'hui, qui n'a pas d'effet. Ce qu'on raconte sur ces effets, effectivement, c'est le même pourcentage qui devrait exister même s'il n'y avait pas de vaccination. Donc, scientifiquement, il n'y a rien qui prouve ça. Mais il faut quand même apporter la bonne information aux populations pour qu'ils puissent profiter de cette vaccination, parce qu'en fait, la vaccination, c'est l'un des meilleurs, sinon le seul moyen de lutte actuellement contre cette pandémie, qui n'a que trop duré pendant une année et quelques, et qui a bloqué la vie des gens, leur commerce, leur économie, et surtout les gestes barrières que les gens chez nous acceptent difficilement, parce que pendant la première période où on n'avait que les gestes barrières, c'était difficile que les gens prennent les masques, laver les mains, de s'éloigner, distanciation sociale. Donc actuellement, avec la vaccination Covid, c'est une condition inespérée de profiter de ça pour qu'on puisse dépasser ce stade de vaccination et des lourdeurs et des contraintes liées à cette maladie. Monsieur le directeur, vous êtes dans une ville ouvrière, Nouadhibou, et vous le savez, il y a des gens qui évoluent dans le secteur de la pêche, d'autres dans les secteurs des mines. Est-ce que vous avez suffisamment d'équipes pour pouvoir vous acquitter de cette mission qui vont sillonner la capitale économique, la wilaya, pour pouvoir s'assurer que les gens ont été vaccinés? Effectivement, comme je l'ai dit, Nouadhibou, c'est un peu plus ouverte que Nouakchott, même si elle est mieux équipée en matière de structure comme Nouakchott, structure sanitaire, mais elle est un peu ouverte, et c'est la capitale économique, comme vous l'avez dit. Il y a le secteur de la pêche, un grand secteur, il y a le secteur des mines, un autre grand secteur de l'économie nationale. C'est aussi ville ouvrière, et c'est une ville plutôt masculine, comme on dit. Et actuellement, comme je l'ai dit, la vaccination a été mise au niveau de 3 sites, l'hôpital et 2 Muqata'a. Et la priorité a été donnée aux personnels de santé qui sont quand même sur le front de lutte contre cette maladie. La deuxième cible importante, c'est ce qu'on appelle ici les personnels frontaliers, qui comptent ici la deuxième en matière de nombre, c'est le deuxième nombre qu'on a en matière de vaccination. Comme on a des postes frontaliers aériens, terrestres et maritimes, avec beaucoup de ports, avec un aéroport, avec le PK55. Donc c'est une ville ouverte au monde. Et la troisième, c'est une ville aussi où il y a beaucoup de ce qu'on appelle la comorbidité, les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, la vie citadine. Donc on a commencé par ces groupes cibles, et je suis sûr qu'avec le temps, on doit élargir la vaccination pour qu'on puisse atteindre tout ce monde-là
parce qu'actuellement, c'est juste les groupes cibles qui viennent, alors qu'après, il faut qu'on mette cette vaccination dans toutes les structures sanitaires de la wilaya, ce qu'on appelle dans notre jargon les FOSA, les formations sanitaires, pour qu'on se rapproche davantage des groupes cibles, afin d'avoir une bonne couverture de notre wilaya, peut-être du pays, parce que, comme je l'ai dit, c'est la seule condition pour dépasser cette pandémie. Je reviendrai à vous au cours de cette émission. Monsieur le directeur, la conservation de ces vaccins exige-t-elle de très basses températures? Leur conservation sur une longue durée est-elle du moins compatible avec nos conditions climatiques? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'un des critères de choix des vaccins que nous avons sollicités était justement les conditions de conservation. Et notre choix a porté sur les vaccins qui sont compatibles avec la chaîne de froid que nous utilisons dans le cadre de notre programme de vaccination. Et là, il faut le rappeler que nous avons un programme relativement performant de vaccination qui a toute une tradition de vaccination. Aujourd'hui, dans tous les coins du pays, dans les structures de santé, dans les villages, vous trouvez un appareil de chaîne de froid avec des vaccins et des enfants qui sont vaccinés dans tous les villages. Vous voyez, donc ça c'est un dispositif qui est là, une logistique qui est déjà déployée et heureusement notre personnel maîtrise cette tâche aussi bien en termes de surveillance de la chaîne de froid, la surveillance des conditions de conservation des vaccins. Il maîtrise également les gestes de vaccination et il maîtrise la gestion de l'activité de vaccination. Donc nous, nous sommes partis de ces acquis pour vraiment introduire cette vaccination anti-Covid. Et c'est pour cela notre choix a porté sur les vaccins qui sont compatibles avec cette chaîne de froid. Donc les vaccins anti-Covid aujourd'hui, on peut les amener jusqu'au coin le plus reculé du pays, dans toute la sécurité qu'il faut, avec toutes les conditions requises. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a bien analysé nos capacités de stockage pour nous assurer qu'on a la capacité de stocker autant de vaccins supplémentaires par rapport à notre programme de routine de vaccination des enfants. Et donc, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Et s'agissant de la vaccination, pourquoi les personnes âgées sont-elles vaccinées en premier? Alors, c'est comme je disais, que l'effet attendu de cette vaccination, c'est d'abord de sauver des vies. Et donc, comme nos données l'ont montré, ce sont les personnes les plus âgées qui... Pourquoi pas le personnel médical qui est en contact direct avec les patients, avec... Oui, c'est par ça qu'on a commencé. On a commencé par le personnel de santé. Mais tout de suite, après le personnel de santé, les groupes prioritaires étaient les malades chroniques, les personnes âgées. Alors, pourquoi le personnel de la santé? C'est pour deux raisons. La première, c'est la raison rationnelle, que le personnel de santé est en contact permanent avec les malades. Donc, il s'expose lui-même. Mais également, étant en contact avec les malades, il expose les malades. Les personnes les plus vulnérables sont surtout en contact avec le personnel de la santé, parce qu'elles sont malades et elles sont à côté, le personnel de santé les assiste. Donc c'est pour cela qu'il fallait protéger le personnel de la santé en premier lieu. L'autre raison, c'est qu'aussi, le personnel de la santé, c'est la référence en matière de vaccination. Et donc, nous voudrions justement avoir cet effet d'encouragement de la population à la vaccination, en commençant par vacciner les plus concernés et les plus aguerris, les plus informés sur la vaccination. Et comme vous l'avez vu, il y a des professeurs éminents, des médecins connus, des personnalités du secteur de la santé connus qui se sont vaccinés. Et d'ailleurs, c'est ça qui a donné le coup d'envoi de la vaccination et l'engouement dont a parlé monsieur le directeur tout à l'heure. Donc, ensuite, les groupes les plus prioritaires par la suite, comme j'ai dit, ce sont les personnes âgées et les malades chroniques. Parce que justement, l'objectif est de réduire la mortalité et réduire la morbidité.
et les données, les expériences qu'on a vécues pendant la première, la seconde vague, les expériences qu'ont vécues les autres pays avec le Covid, ont montré que ce sont ces personnes qui payent le plus lourd tribut de cette pandémie. Et donc, il faut les protéger en premier lieu. C'est pour cela qu'on a commencé par ces groupes cibles. D'accord. Et depuis que la vaccination a commencé, avez-vous constaté des cas d'allergie ou de malaise au niveau de Nouakchott ou à l'intérieur? Oui, jusqu'à présent, nous avons administré 25 000 doses. Un peu plus de 25 000 doses. Sur ces 25 000 doses, on a enregistré 20 cas de manifestations mineures, manifestations post-vaccinales mineures, qui sont connues et qui sont les plus répandues partout dans le monde. C'est la douleur locale au lieu de la vaccination, c'est la fièvre, c'est parfois des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires suite à la vaccination. Donc ça, ce sont des manifestations connues et qui sont répandues après la vaccination, qu'on rencontre le plus. Là, on en a notifié 20 cas. Les cas que nous avons documentés et notifiés. Peut-être qu'il y en a un peu plus, mais ce n'est pas des manifestations graves, ce n'est pas des manifestations qui appellent à des soins ou à des interventions. Le plus souvent, c'est en cas de fièvre ou de douleur musculaire, on conseille de prendre un comprimé de paracétamol ou d'aspirine et généralement ça passe après 24 heures. Donc on n'a pas connu vraiment de cas graves. Fort heureusement. Est-ce que le vaccin a une durée de protection pour nous protéger? Alors, ça, c'est une question encore peu connue. Ouais. Parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel cette vaccination est introduite. En fait, la vaccination est introduite dans un monde bloqué, dans un monde où l'économie a stagné, dans un monde où les frontières sont fermées, dans un monde où la peur règne partout. Et donc, il fallait que le monde sorte de cette situation. Et donc, voilà. Et c'est pour cela qu'on a mis en place un vaccin rapidement, dans un temps record. On n'a jamais développé un vaccin en si peu de temps. C'est pour cela l'effet attendu de ce vaccin, l'objectif de ce vaccin, c'est pour pouvoir décanter cette situation. Alors, pourquoi cette situation a-t-elle prévalu dans le monde? Parce que justement, cette grippe, ce virus est mortel et parce qu'il se répand rapidement, il atteint beaucoup de monde en même temps et donc s'il atteint 1 million de personnes, parmi ces millions de personnes, on aura 5 à 15 personnes qui auront besoin d'hospitalisation. Mais déjà, sur 1 million de personnes, 15% qui auront besoin d'hospitalisation, c'est déjà lourd pour les systèmes de santé. Vous voyez? Et donc, c'est pour cela aussi cette maladie fait une pression terrible sur les systèmes de santé. On a vu les systèmes de santé qui étaient les plus performants, bien organisés, bien financés, bien dotés en ressources humaines, en ressources techniques, en équipement. On a vu que ces systèmes de santé sont arrivés à accueillir les malades par terre. Certains praticiens ont dit que voilà, il fallait choisir entre qui sauver. Vous voyez là, cette pression sur le système de soins. Il fallait sortir le monde de cette situation. Et donc on a mis au point un vaccin rapidement pour justement sortir de cette situation. C'est-à-dire que ce vaccin n'est pas tout à fait étudié encore. Oui. Puisqu'il faut dès qu'on a eu des évidences que ce vaccin a une efficacité déterminée, connue, pour réduire les complications de la maladie et réduire donc par conséquent les décès, tout le monde a décidé d'y aller rapidement pour pouvoir justement réduire cette pression et sortir de cette situation. Maintenant, les études continuent. On va déterminer plus tard quel est l'effet de ce vaccin sur l'arrêt de la circulation du virus et donc à terme l'éradication de cette maladie. On va étudier
la durée de protection que procure un vaccin. On va étudier même les périodes entre l'administration de 2 doses. Tous ces paramètres sont encore soumis aux études et peuvent changer entre-temps. Est-ce que ces vaccins élaborés à la va-vite, puisqu'on vient de le dire, est-ce qu'ils sont efficaces vis-à-vis des variants que nous connaissons aujourd'hui? Là aussi, c'est une question qui n'est pas encore tranchée. C'est une question qui n'est pas encore tranchée. Parce que quand on a développé les premiers vaccins, il n'y avait pas encore de variants. Il n'y avait pas encore de variants. Les variants sont apparus plus tard. Et donc, aujourd'hui, il est très tôt de dire que tel vaccin est efficace contre tel variant, etc. Donc, ça, c'est une question qui continue à être étudiée. Et ça, c'est l'une des raisons aussi pour dire que même si nous sommes vaccinés, on doit quand même continuer à observer les mesures de protection. Nos vaccins, les vaccins que nous avons sont des vaccins à 1 dose, à 2 doses? Pour le moment, les vaccins qu'on utilise sont des vaccins à 2 doses. Parmi les... Espacés, des doses espacées? Oui, bien sûr. Pour le Sinopharm, le vaccin chinois, la période minimale est de 3 semaines. Et pour le vaccin AstraZeneca, la période minimale est de 8 semaines, ça veut dire 2 mois. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont pris la première dose ne devraient pas prendre la seconde avant 3 semaines pour Sinopharm et avant 2 mois pour AstraZeneca. Maintenant, le délai de la deuxième dose commence à partir de ce délai, à partir de 8 semaines pour AstraZeneca et à partir de 3 semaines pour Sinopharm. Et ça va jusqu'à beaucoup plus de temps pour AstraZeneca. Récemment, on a publié que ça peut aller jusqu'à 16 semaines pour administrer la seconde dose. Pour le Sinopharm, c'est encore de 3 semaines à 2 mois, on peut prendre la deuxième dose. Est-ce que vous pouvez nous édifier un peu sur l'initiative COVAX, ses avantages un peu? Oui. En fait, quand les premières avancées en recherche sur la vaccination ont été déclarées, alors tout le monde s'est précipité à avoir ce vaccin qui était encore attendu. Et donc, tout le monde y allait avec toute la force qu'il faut. Vous vous souvenez qu'en début de la mondialisation de l'épidémie, vous vous souvenez que certains pays ont dû mobiliser leurs bombardiers pour faire parvenir des masques. Donc, ça veut dire que tout le monde était prêt à déployer toute sa force financière, politique, diplomatique et même militaire pour pouvoir lutter contre le Covid. Et donc, dans un tel monde, alors si ça continue comme ça veut dire qu'il y a des nations qui vont avoir ce vaccin et d'autres n'ont même pas d'espoir pour l'avoir. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale s'est dit que c'est inacceptable, que c'est un risque pour tout le monde et qu'il faut qu'il y ait un minimum d'équité dans la distribution de ce vaccin et dans la protection de l'humanité. C'est d'où cette initiative. Peut-on justement avoir une idée des vaccins reçus par la Mauritanie dans le cadre du COVAX? Tout à fait. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a eu cette initiative mondiale pour permettre aux pays, à tous les pays du monde, d'accéder aux vaccins. Donc l'objectif de cette initiative, c'était premièrement d'encourager la production des vaccins et la soutenir, et deuxièmement d'assurer une distribution plus ou moins équitable. Et dans ce cadre, la Mauritanie a adhéré très précocement à cette initiative. Et donc, ce qui nous a permis aujourd'hui de commencer à avoir notre part de ces vaccins. L'objectif qu'a fixé l'initiative COVAX, c'est de fournir à chaque pays 20% de ses besoins.
20%, de quoi vacciner 20% de sa population. Donc ça veut dire que pour nous, en Mauritanie, c'est à peu près 1 million de doses que nous devons recevoir via l'initiative COVAX. Mais comme la production des vaccins est très en deçà des besoins et de la demande, alors chaque pays va recevoir cette part progressivement. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons reçu jusqu'ici 105 000 doses. 105 000 doses. Y a-t-il d'autres quantités attendues à court terme? Bien sûr. Ouais, c'est que parallèlement à ce mécanisme, la Mauritanie aussi s'est engagée dans toutes les initiatives d'accès au vaccin. Il y en a par exemple celle de l'Union africaine. L'Union africaine a mis en place aussi une initiative similaire pour accéder en tant que continent, en tant que groupe de pays, pour accéder à des vaccins. Et ça avance très bien. Et nous, on a déjà placé une commande dans ce cadre qui va nous permettre, je l'espère bientôt, d'acquérir 540 000, plutôt la moitié, 275 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, qui est un troisième vaccin et qui, lui, a la particularité d'être administré en une dose. Et donc, on va le recevoir à travers l'initiative de l'Union africaine. Mais également, la diplomatie mauritanienne s'est activée aussi pour avoir des vaccins au niveau du partenariat bilatéral. Et c'est dans ce cadre qu'on a reçu jusqu'ici 75 000 doses de Sinopharm. Et on attend encore 280 000 doses de ce vaccin. On espère qu'ils vont arriver avant la fin de ce mois. Et également, nous avons adhéré à d'autres initiatives qui sont en cours de formulation à travers la Ligue arabe, à travers l'Organisation du monde islamique. Donc on a adhéré à toutes ces initiatives pour assurer vraiment la question des vaccins requis pour atteindre des taux de couverture relativement élevés qui permettent d'atteindre la fameuse immunité collective espérée à 60 à 65% de personnes vaccinées. Est-ce que prochainement, on doit penser à la vaccination des enfants? Faut-il vacciner nos enfants? Non, justement. À ce stade, non, ce n'est pas à l'ordre du jour, tant que l'objectif de la vaccination n'a pas changé. Pour le moment, comme j'ai dit, l'objectif principal de la vaccination, c'est de lutter contre la mortalité et la morbidité. Jusqu'à présent, les données ne montrent pas que les enfants risquent de mourir de Covid. Et donc, les enfants ne sont pas une cible prioritaire. Mais dès l'instant où on arrivera à un vaccin qui arrête la transmission du virus, oui, là, certainement, on pensera à la vaccination des enfants et d'ailleurs de tout le monde pour justement arriver à l'élimination totale de ce virus. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des cas de patients positifs au Covid après la vaccination? Non, jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, on n'a pas documenté de cas similaires, mais notre système de surveillance va bientôt intégrer cette dimension d'information qui va nous permettre de surveiller aussi la survenue de Covid au sein des groupes vaccinés. Et qu'est-ce qu'on entend par autorisation d'utilisation d'urgence utilisée par l'OMS? Est-ce que cela veut dire qu'il faut improviser, non, ça ne veut pas. Est-ce qu'il faut contourner les circuits habituels? Puisque nous avons pour habitude d'attendre des années pour avoir un vaccin. Oui, tout à fait. C'est justement ça, mais peut-être pas contourner les procédures normales, mais c'est la situation qui l'impose. Comme je disais tout à l'heure, dans certaines situations de crise humanitaire, de crise sanitaire, il faut agir rapidement. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux mécanismes de sécurité
des produits médicaux qui sont bien établis dans le monde et surveillés par l'Organisation mondiale de la santé. Mais dans des situations de crise comme celle-là, il faut trouver un mécanisme. Ça veut dire que c'est une autorisation provisoire que l'OMS émet en mettant ce produit sur la liste d'utilisation d'urgence. Et donc, c'est pour répondre à cette situation de crise, pour essayer de dépasser cette situation de crise. Mais toutes les mesures de sécurité sont contrôlées et mises en vigueur avant de mettre un produit sur la liste d'utilisation d'urgence. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas se faire vacciner contre la Covid aujourd'hui? Bien sûr que la vaccination reste volontaire, même si notre objectif, comme j'ai dit, c'est d'atteindre l'immunité collective. Et donc l'immunité collective, c'est un effort collectif. Pour l'atteindre, il faut qu'une bonne proportion de la population accepte de se vacciner. Mais justement, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est justement d'essayer de faire que davantage de personnes acceptent cette vaccination dans l'espoir de pouvoir atteindre ces taux de couverture le plus rapidement possible. S'agissant de l'efficacité des vaccins, vous pouvez nous parler un peu des écarts d'efficacité entre les vaccins que nous avons ici et ailleurs? Oui, mais je ne pense pas qu'en termes de pourcentage, ça fait une différence. C'est vrai que pour chaque vaccin, il a ses taux d'efficacité à la première dose, surtout ces vaccins qui sont administrés en 2 doses. Ils ont une certaine efficacité à la première dose qui augmente avec la deuxième dose. Le principe est que quand vous prenez la première dose, il vous faut un nombre de jours pour développer les anticorps contre le virus. Et donc vous continuez à en développer jusqu'à un certain niveau où le niveau de ces anticorps dans le sang commence à descendre et on vous administre la deuxième dose pour reprendre l'augmentation des taux d'anticorps. C'est comme ça que ce mécanisme de période entre les deux doses est calculé. Et donc, globalement, pour les vaccins que nous utilisons, à la première dose, on atteint 60 à 70% d'efficacité. Maintenant, cette efficacité est renforcée jusqu'à 90% et plus à partir de la deuxième dose, et donc qui est administrée au moment où le taux d'anticorps dans le sang commence à descendre. On administre cette deuxième dose. S'agissant de l'intérieur, le Guidimara a connu une brusque flambée ces derniers jours, mais les choses, fort heureusement, semblent être revenues à la normale. Qu'en est-il précisément? Oui, effectivement, le Guidimara, ça fait maintenant 4 semaines qu'il connaît une flambée. Quand on regarde en termes des 4 semaines, on voit qu'il y a de cela 4 semaines, on voyait nettement l'augmentation. Et les 3 dernières semaines, le Guidimara est en plateau en termes de nombre de cas. Mais quand on regarde les données journalières, on constate sur les 4 derniers jours que le nombre de cas a diminué et on le verra dans notre bilan de la semaine prochaine, que le fléchissement... Certaines rumeurs donc, font état de l'apparition de cas de la souche mitée indienne. Est-ce que c'est le cas? C'est absolument faux. D'accord. C'est absolument faux. On n'a pas du tout isolé le variant indien. Oui, on en a isolé le variant britannique. Il a été isolé, mais l'Indien n'a jamais été isolé en Mauritanie. Auriez-vous un dernier mot, puisque l'émission tire à sa fin, avant de donner la parole également à notre invité à Nouadhibou? Alors, je pense qu'il y a des informations peut-être qu'on n'a pas abordées ici. Ce que je voudrais particulièrement évoquer, c'est comment faire aujourd'hui si une personne veut se vacciner. Où est-ce qu'elle doit aller et comment elle doit faire. Je crois que ça, c'est une information importante à donner. D'abord, il faut dire que
Je pensais que la campagne a déjà fait son effet et les gens sont édifiés aujourd'hui sur comment se vacciner et où aller pour se faire vacciner. Allez-y. Oui, je pense que des questions similaires continuent à être posées. Je pense que comme on a commencé effectivement avec des groupes réduits, on a dit le personnel de santé d'abord, puis on a ouvert aux personnes âgées, puis aux malades chroniques. Là, aujourd'hui, la vaccination est ouverte à toute personne âgée de plus de 45 ans, indépendamment de son emploi, de là où elle vit, de son état de santé, indépendamment de cela. En plus de cela, toute personne qui a une maladie chronique aussi peut se vacciner indépendamment de son âge. Maintenant, les personnes qui répondent à ces critères, ou même celles qui ne répondent pas à ces critères, n'importe qui aujourd'hui peut aller dans n'importe quel centre de santé de Muqata'a. Et là, en fait, les centres de santé de Muqata'a, peut-être les gens ne comprennent pas notre jargon, mais tout centre de santé où il y a un médecin chef qui coordonne un peu l'action au niveau de la Muqata'a, c'est là où c'est ça qu'on appelle centre de santé de Muqata'a. Donc n'importe quelle personne peut aller dans ces sites, n'importe quel centre de santé ou n'importe quel hôpital à Nouakchott ou à l'intérieur, et donc se présenter avec sa carte d'identité et tout simplement exprimer son intérêt à la vaccination. Les équipes locales vont examiner sa carte d'identité pour voir son âge et lui dire que oui ou non, il peut se vacciner. Aussi, avant, on demandait aux personnes de s'enregistrer sur des listes et pour recevoir un rendez-vous pour la vaccination. Maintenant, on a fait sauter cela. Maintenant, vous venez directement et vous pouvez être vacciné tout de suite. Si vous venez avec votre carte d'identité, on regarde l'âge et aussi on s'assure que vous êtes dans la tranche d'âge, vous êtes vacciné. Pour les personnes malades, oui, il faut passer par le médecin lui-même pour qu'il constate votre maladie. Surtout si vous avez un âge moins de 45 ans, il faut passer par le médecin pour qu'il établisse un diagnostic et il vous donnera une attestation pour aller se vacciner. Merci, monsieur le directeur. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, Dr Sidi Ould Zahaf, directeur général de la santé publique au ministère de la Santé, Dr Khatri Ould Shia, directeur régional à l'action sanitaire de Dakhlet Nouadhibou, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement pour la coordination Rabia Deda, la rédaction Mamadou Gueye, Abdallahi Sireba, Fall Sletah, Madani Dramé au secrétariat et le réalisateur Alishir Ould Abdallahi, ainsi que les caméramans et les preneurs de son ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'Il Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes.